Alors, bonjour, bienvenue à cette entrevue d'experts. Aujourd'hui, donc, Sarah-Christine Rousseau, coordonnatrice du Centre d'expertise Concilivie. Je reçois notre experte en équité, diversité et inclusion. Donc, bonjour Chloé Fréron. Comment Bonjour, vas-tu? ça va Christine. Ça va Ça va super, bien? merci. Oui, Chloé, mais dans le fond, pour débuter, je t'inviterai à te présenter. Ça va être la première étape. Certain, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Alors, je suis la fondatrice de URL. C'est un cabinet conseil en équité, diversité et inclusion. Souvent, l'acronyme qu'on va retenir, c'est EDI. Fait que je vais le dire tout de suite, comme ça, ce sera Oui. plus rapide. Ça sauvera du temps dans notre échange. Donc, on fait des mandats de stratégie de service conseil pour des organisations en très grande majorité dans l'industrie technologique, créativité, innovation, start-up, et également dans d'autres milieux. Alors, souvent, les entreprises ont des enjeux communs que je pense qu'on va aborder dans les Oui. prochaines minutes. Excellent, merci. Alors, on commence tout de suite. J'ai une première question pour toi. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est, à proprement parler, l'équité, diversité, inclusion, le EDI, le fameux EDI? Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde actuel? C'est une bonne question. Je pense que ça mérite toujours qu'on rappelle ce que ça veut dire, surtout qu'on en entend beaucoup parler. On a commencé à en entendre vraiment beaucoup parler à peu près à l'été 2020, même si c'est quand même un domaine qui existe depuis de nombreuses années. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que tous les employés d'une organisation, on accepte qu'ils soient différents. Chacun arrive avec son vécu, son expérience, ce qu'il considère être bien, pas bien, etc. On met tout ce monde-là dans une organisation, puis là, on essaye de travailler ensemble, puis de travailler de façon optimale. Ce qui peut sembler, quand on se met à réfléchir à ça, complètement fou et même miraculeux finalement qu'on arrive à faire ça, parce que tout le monde est différent, puis il y a des références différentes. Et donc, ce que l'EDI cherche à faire, c'est accepter que toutes ces personnes-là soient différentes. On ne demande pas à ce que les gens soient standardisés et soient moulés de la même façon. On veut que chacun arrive avec son identité et arrive à ne pas devoir cacher cette identité-là pour être le plus performant au travail et pouvoir donner le meilleur à l'employeur. On revient un peu à la base de la relation employé-employeur qui est je travaille en échange d'une compensation et en tant qu'employeur, je vais offrir un cadre de travail aussi optimal, aussi bienveillant que possible. C'est un peu des concepts qu'on a tendance à finalement oublier avec le temps, mais c'est aussi simple que ça. Puis souvent, ce que je dis avec l'EDI, c'est que c'est très simple, mais c'est très complexe à appliquer. Et ça, c'est encore des choses, des concepts qu'on essaye de vraiment comprendre dans toute sa profondeur au Québec. Donc, généralement, dans les zones anglophones comme le reste du Canada ou aux États-Unis, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis beaucoup plus longtemps. Les États-Unis, c'est 10 ans et même plus que ça existe. Et au Québec, c'est assez récent depuis l'été dernier. Donc, on a vu pas mal de discussions autour de ça. C'est sûr que les événements sociaux qu'on a eu avec Black Lives Matter ou auprès des communautés autochtones, on fait revenir ça au devant de la scène et on fait que plusieurs employés se sont renseignés sur ces enjeux-là et plusieurs employeurs également. Et donc, on a toutes ces conversations qui ne sont pas toujours faciles à avoir sur ce sujet. Effectivement. Merci beaucoup, c'est super éclairant. Ça me fait penser un peu de notre côté au niveau de Concilivie. On a une vision inclusive de la conciliation famille-travail dans l'optique du cycle de vie de la famille. C'est-à-dire que souvent, c'est associé, nous, de notre côté. Des fois, on va dire, on parle juste de parents avec des jeunes enfants, par exemple, mais non, la CFT, c'est plus inclusif que ça, c'est-à-dire autant du désir de concevoir un enfant, on va jusqu'à la fin de vie pour la prochaine danse, par exemple. Donc, on couvre tout le cycle de vie familial. Donc, si je peux me permettre ce parallèle-là qui rejoint une portion là, de ce que tu as amené en termes d'inclusion. Mais la conciliation famille-travail est souvent dans les solutions apportées pour plus d'inclusion. Ça fait pas mal partie de la base et puis même quand les enjeux sont différents ou quand les groupes cibles sont différents, généralement, ça fait souvent partie du package de solutions. En effet. Maintenant, je passe à la question suivante. C'est quoi les enjeux de DI qui sont vécus dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on entend, disons, le plus souvent?
Je peux peut-être le séparer en deux enjeux majoritaires, et puis évidemment, il y en a plein d'autres qui ne seront pas couverts par cela. Le premier est, et puis premier en importance même, je dirais, c'est celui de, en tant qu'employeur, je poste une annonce de job et c'est toujours les mêmes profils qui me répondent. J'arrive pas à aller chercher une main-d'œuvre diversifiée, j'arrive pas à aller chercher tous ces groupes-là que j'aimerais aller chercher. Pourquoi, comment, qu'est-ce que je peux faire différemment? Pourtant, je le veux vraiment. Et cet aspect-là de le vouloir, je tiens quand même à le souligner parce que, vu de l'extérieur, ça peut donner à penser que quand on voit une entreprise avec une main-d'œuvre homogène, ça veut dire que cette entreprise-là a voulu cette main-d'œuvre homogène. Alors, évidemment, il y en a sûrement là qui sont dans cette dynamique-là, mais il y en a plein d'autres qui ne le sont pas. Et ils se sont retrouvés. Alors, évidemment, on peut tous décider de qui on embauche, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas toujours fait de façon mal intentionnée. Une succession de décisions nous a amenés dans cette situation-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour plus que ce soit le cas? Comment on fait pour diversifier sa main-d'œuvre? Et donc, le deuxième aspect se situe au niveau plus de la culture d'entreprise, de l'inclusion, où les organisations vont se demander comment est-ce que ma culture d'entreprise est vraiment inclusive? Est-ce que toutes les personnes, quelles que soient ces personnes-là, peuvent s'y retrouver et peuvent se sentir bien d'être soi-même? Ça, c'est vraiment un aspect important de l'EDI, être soi-même. Parce que à chaque fois qu'un employé n'est pas soi-même et doit prétendre être quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'on retrouve dans des organisations qui ont une culture homogène, donc qui ont voilà, ce type de culture-là, c'est ce groupe, et puis toutes les personnes qui ne sont pas dans ce groupe-là ne peuvent pas s'y retrouver. Ben, ces gens-là font semblant, finalement. Donc on n'est pas authentique et on passe plein de temps à faire semblant d'aimer tel film, de connaître des jokes là-dessus, etc., etc. Et donc, tout ce temps-là où on fait semblant, ben, on ne le met pas dans notre productivité et notre engagement dans l'organisation. Et donc, c'est l'organisation qui en pâtit en bout de ligne, en plus de l'individu. Donc, le deuxième enjeu, c'est ça. Comment est la culture? Est-elle inclusive ou est-elle exclusive pour tout le monde sauf ce groupe ou pour plusieurs groupes de personnes? C'est là qu'on va se plonger. Donc, c'est sûr que c'est toujours évidemment très compliqué d'aller toucher la culture d'une organisation et d'aller surtout changer cette culture-là parce que ça demande de grands efforts. Non, c'est ça. Et ça prend beaucoup de temps, effectivement. Et puis, plus l'organisation existe depuis longtemps, plus ce sera dur de faire ces changements-là. Donc, quand on me demande c'est quand le meilleur moment de me plonger dans l'EDI, c'était hier et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Excellent. C'est si bien dit. Maintenant, quand on parle justement d'EDI, on parle souvent, on entend beaucoup le concept de biais inconscient. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de biais inconscients, là, puis les impacts qu'ils ont sur la conciliation famille-travail? Ouais. Alors, les biais inconscients, ils sont essentiels dans les concepts de l'EDI parce que c'est ce qui fait qu'on va considérer que, par exemple, un employé serait bon là-dedans versus un autre employé, que ce poste doit être rempli par tel type de profil, etc., etc. Puis c'est des cheminements de pensée qu'on fait très rapidement sans même se rendre compte, d'où inconscient, et qui nous font prendre des décisions qui sont souvent liées au recrutement, à la promotion, etc. Et donc, dans ce qui nous concerne, par exemple, un cas typique, ce serait de penser que la conciliation famille-travail s'adresse juste à des femmes, peuvent juste être intéressants pour des femmes, peuvent juste être intéressants pour des femmes qui sont dans leur trentaine et donc vont forcément vouloir un enfant. Donc, si, par exemple, je voudrais absolument jamais embaucher quelqu'un qui pourrait se retrouver dans un congé parental, je vais juste jamais embaucher de femme. Un employeur pourrait dire ça. Il pourrait se dire aussi que une femme avec un enfant, forcément, va être tout le temps absente parce que forcément, elle va être celle qui est en charge de l'amener chez le médecin, etc., etc. Donc, quand on a ce genre de cheminement de pensée, c'est sûr que il y a plein de points négatifs à ça. On va se couper forcément d'une main-d'œuvre complètement qualifiée en se disant, moi, jamais j'embauche des femmes par an. On va assumer que la charge familiale est uniquement sur les femmes et on va sûrement être du genre à penser que l'hétérosexualité est la norme en oubliant qu'un homme peut être en couple avec un homme et une femme avec une femme et partager la charge parentale qui vient avec.
Effectivement. Donc, tu sais, les vieilles consciences, c'est un peu des idées préconçues au final, là, si on veut le résumer. Oui, Moi, c'est des idées. j'entendais aussi, exemple, je parlais avec quelqu'un de chez Access, là, l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et services sociaux au courant de la semaine. Puis on disait aussi que des fois, il y a une perception de dire que les personnes issues de l'immigration, par exemple, il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas de réseau de soutien, par exemple, parce que c'est un des éléments des fois qui est important en conciliation famille-travail. Mais encore là, peu importe le vécu de la personne ou son histoire, mais peu importe la situation, on peut vivre, on peut ne pas ou avoir un réseau. Donc, c'est pas quelque chose qu'on devrait considérer d'emblée. Oui, C'est un et élément puis qui me vient. absolument, ça sonne un peu comme une excuse, hein? Ça Oui, sonne pas en vraiment comme effet. un vrai enjeu. Il peut y avoir des gens qui viennent de l'Est du Québec et qui vont Mm-hmm. s'installer en Outaouais, probablement qu'ils n'auront pas de réseau non plus. Oui, exact. Et puis, on peut décider en tant qu'homme ou femme d'avoir un enfant seul. Et donc Oui, là, on va pas partager la charge parentale. en Et pourtant, il effet. y en a plein qui le font et qui réussissent de la même façon. Oui, merci pour ce complément. Qu'est-ce que ce serait les impacts sur l'équité, diversité, inclusion, donc le DI encore une fois, si on a une organisation qui offre des mesures en conciliation famille-travail qui sont adaptées à leurs employés. Donc, autrement dit, de dire, si l'entreprise a une culture favorable à la CFT, qu'est-ce que ça peut impacter sur le DI? Euh, ce qui me vient rapidement à l'esprit, puis aussi parce qu'on travaille beaucoup avec des organisations en technologie où la main-d'œuvre est très, très largement masculine. On parle de 80% à peu près d'hommes. Une organisation qui aurait une conciliation famille-travail enverrait directement le signal que nous, on est une entreprise pour qui c'est important les valeurs de famille et les valeurs de conciliation, et on comprend donc que chaque individu est différent et peut avoir besoin d'accommodement, ce qui vient beaucoup opposer ce qu'on peut imaginer du milieu startup ou du milieu technologique. Et là encore, il y en a plein d'organisations qui veulent faire plein de choses pour leurs employés, qui sont bienveillantes et qui doivent combattre donc cette mauvaise réputation que l'industrie a. Donc définitivement, ça vient les aider à mes yeux, ça vient les aider à vivre leur volonté d'inclusion de façon concrète, et donc par la bande va les aider à se différencier de leurs compétiteurs, parce que dans l'industrie, la chasse au talent est vraiment très féroce. Tout le monde veut les mêmes personnes. Et donc, là où on peut prouver qu'on va mieux traiter nos employés, on est en train de pouvoir jouer une carte qui est vraiment essentielle sur le marché. Excellent. C'est super à valeur ajoutée. Là. En effet, c'est ce qu'on entend aussi, là, que ça permet de se démarquer. Puis en même temps, il n'y a rien de plus universel que la famille. Donc, c'est quelque chose qui, à travers les années, là, va toujours demeurer. Donc, c'est un enjeu, c'est un élément qui est primordial là, de prendre en compte quand on a des employés, pour les employés là, à l'interne. C'est un incontournable. Selon toi, maintenant, on est à la dernière question. Est-ce que le fait de détenir une distinction, comme par exemple le STO Concilivi, est-ce que c'est avantageux pour une organisation? Ben, ça me semble être avantageux quand on est dans un secteur concurrentiel comme ce que je donnais comme exemple. Ça vient mettre en pratique ce qu'on dit. Ce qu'on voit souvent en EDI, c'est que ah oui, c'est des bonnes paroles, ah oui, d'accord, je vais être inclusif, mais qu'est-ce que ça veut dire sincèrement? Parce que moi, je vois pas la différence. Quand je regarde votre main-d'œuvre, elle a toujours l'air autant homogène. Alors, comment on fait la distinction entre ceux pour qui c'est vrai et puis ceux pour qui ça reste des bonnes paroles? À mon sens, une certification, on vient régler ce problème-là finalement. On vient dire aux gens, ben non, c'est pas juste des bonnes paroles. On a pris des actions concrètes et puis on a transformé nos processus, et voilà ce que ça donne en bout de ligne finalement. C'est super. Puis d'ailleurs, le saut Concilivi, c'est vraiment une démarche. Donc, c'est pas juste une distinction où on descend une liste, je l'ai. Donc, il y a un processus. On veut sentir la progression pour que les détenteurs, à la fin, là, il y a eu un cheminement en conciliation famille-travail. Donc, c'est sûr que ça amène à ça. Là. On n'est pas juste détenteur, mais on a fait un processus pour l'intégrer là, dans nos façons de faire. Donc, ça me semble essentiel parce que, comme tu le disais tantôt,
c'est pas quelque chose qu'on peut régler en un claquement de doigts. Mm-hmm. Ça va être un long délai. On va cheminer puis on va se remettre en question. Donc c'est important que finalement on parte d'un stade puis qu'on décide d'aller à un autre niveau. Et puis peut-être que dans 2 ans on ira encore à un autre niveau. Le sentiment de progression et d'effort fourni est vraiment essentiel dans l'état d'esprit avec lequel on doit aborder les enjeux de EDI. Effectivement. Et je conclurai en disant que, puis tu me diras si tu abondes dans le même sens, mais la conciliation famille-travail me semble un facteur qui est favorable à l'EDI, donc à l'équité, diversité, inclusion. Je voulais aussi te remercier de t'être prêté à l'exercice de par ton expertise sur le sujet. Donc, un grand merci et au plaisir de rediscuter avec toi. Merci beaucoup, Sarah-Christine. Merci pour l'invitation. À bientôt. Bye bye.